La promesse de l'aube. Lecture des chapitres 3, 4 et 5. Chapitre 3. Ma mère faisait alors des chapeaux à façon pour une clientèle qu'elle recrutait au début par correspondance. Chaque prospectus était écrit à la main et annonçait que, pour distraire ses loisirs, l'ancienne directrice d'une grande maison de couture parisienne acceptait de modeler des chapeaux à domicile pour une clientèle restreinte et choisie. Elle tenta de reprendre la même occupation quelques années plus tard, peu après notre arrivée à Nice en 1928, dans le 2 pièces de l'avenue Shakespeare, et comme l'affaire mettait du temps à démarrer, elle ne démarra jamais en fait, ma mère prodiguait des soins de beauté dans l'arrière-boutique d'un coiffeur pour dames. L'après-midi, elle donnait les mêmes soins aux chiens de luxe, dans un chenil de l'avenue de la Victoire. Plus tard, vint le tour des vitrines dans les hôtels, des bijoux offerts de porte en porte dans les palaces, à la commission, de participation à un comptoir de légumes au marché de la Buffa, de vente d'immeubles, d'hôtellerie, bref, je ne manquais jamais de rien. Le beefsteak était toujours là, à midi, et personne, à Nice, ne m'a jamais vu mal chaussé ou mal vêtu. Je m'en voulais terriblement d'avoir fait faux bond à ma mère par mon absence totale de génie musical, et jusqu'à ce jour, je n'ai pu entendre le nom de Menuhin ou de Heifetz sans que le remords se mette à bouger dans mon cœur. Quelque 30 ans plus tard, alors que j'étais consul général de France à Los Angeles, le destin voulut que j'eusse à décorer, de la Grand Croix de la Légion d'honneur, Yasha Heifetz, qui résidait dans ma circonscription. Après avoir épinglé la croix sur la poitrine du violoniste et prononcé la formule sacrée, Monsieur Yasha Heifetz, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons grand croix de la Légion d'honneur. Je m'entendis soudain dire, à haute et intelligible voix, et en levant les yeux au ciel, « Ça ne s'est pas trouvé, que veux-tu » Le maestro parut légèrement étonné. « Vous dites, monsieur le consul général ?» Je m'empressai de l'embrasser sur les 2 joues, selon l'usage, pour compléter la cérémonie. Je savais que ma mère avait été terriblement déçue par mon absence de génie musical, parce qu'elle n'y avait plus jamais fait allusion devant moi, et chez elle, qui, il faut bien le dire, manquait si souvent de tact, une telle réserve était un signe certain de chagrin secret et profond. Ses propres ambitions artistiques ne s'étaient jamais accomplies, et elle comptait sur moi pour les réaliser. J'étais pour ma part décidé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle devînt, par mon truchement, une artiste célèbre et acclamée, et, après avoir longuement hésité entre la peinture, la scène, le chant et la danse, je devais un jour opter pour la littérature, qui me paraissait le dernier refuge sur cette terre de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. L'épisode du violon ne fut donc plus jamais mentionné entre nous, et une nouvelle voie fut recherchée pour nous mener à la gloire. 3 fois par semaine, je prenais mes pantoufles de soie et me laissais conduire par la main au studio de Sacha Gigloff, où, pendant 2 heures, je levais consciencieusement la jambe à la barre, cependant que ma mère, assise dans un coin, joignait parfois les mains avec un sourire émerveillé et s'exclamait « Nijinsky, Nijinsky, tu seras Nijinsky, je sais ce que je dis ». Elle m'accompagnait ensuite au vestiaire, où elle demeurait, l'œil alerte pendant que je me déshabillais, car, ainsi qu'elle me l'avait expliqué, Sacha Gigloff avait de mauvaises mœurs, accusation qui se trouva bientôt justifiée, alors que je prenais une douche, lorsque Sacha Gigloff entra sur la pointe des pieds dans le réduit, et ainsi que je le crus dans mon innocence totale, tenta de me mordre, ce qui me fit pousser un hurlement affreux. Je revois encore le malheureux Gigloff fuyant à travers le gymnase, poursuivi par ma mère déchaînée, la canne à la main, et ce fut la fin de ma carrière de grand danseur. Il y avait alors à Villeneuve 2 autres écoles de danse, mais ma mère ainsi instruite ne s'y risqua plus. L'idée que son fils pût être autre chose qu'un homme aimant les femmes lui était intolérable. Je ne devais avoir guère plus de 8 ans lorsqu'elle commença à me faire le récit de mes succès futurs, à évoquer les soupirs et les regards, les billets doux et les serments, la main furtivement serrée sur la terrasse au clair de lune, mon uniforme blanc d'officier de la garde et la valse au loin, les murmures et les supplications. Elle me tenait contre elle, assise, les yeux baissés, avec un sourire un peu coupable et étrangement jeune, m'accordant tous les hommages et toutes les adulations auxquelles sa grande beauté lui avait sans doute jadis donné droit, et dont le goût ou le souvenir ne l'avait peut-être pas quitté entièrement. Je m'appuyais négligemment contre elle. Je l'écoutais d'un air nonchalant, mais avec le plus grand intérêt,
en léchant distraitement la confiture sur ma tartine. J'étais beaucoup trop jeune pour comprendre qu'elle cherchait à s'exorciser ainsi de sa propre solitude féminine, de son propre besoin de tendresse et d'attention. Le violon et le ballet ainsi éliminés, et ma nullité en mathématiques m'interdisant d'être un nouvel Einstein, ce fut moi-même, cette fois, qui tentais de découvrir en moi quelque talent caché qui eût permis aux aspirations artistiques de ma mère de se réaliser. Depuis plusieurs mois, j'avais pris l'habitude de m'amuser avec la boîte de couleurs qui faisait partie de mon équipement d'écolier. Je passais de longues heures un pinceau à la main et m'enivrais de rouge, de jaune, de vert, de bleu. Un jour, j'avais alors 10 ans, mon professeur de dessin vint trouver ma mère et lui fit part de son opinion. Votre fils, madame, a un talent pour la peinture qu'il ne faut pas négliger. Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait inattendu. Sans doute la pauvre était-elle trop pénétrée des légendes et préjugés bourgeois en cours au début du siècle. Toujours est-il que, pour une raison ou pour une autre, peinture et viraté allaient ensemble dans son esprit. Elle devait connaître juste ce qu'il fallait des carrières tragiques de Van Gogh, de Gauguin pour être épouvantée. Je me souviens avec quelle expression de crainte sur le visage elle était entrée dans ma chambre, comment elle s'était assise, avec une sorte de découragement total devant moi, et comment elle m'avait regardé avec inquiétude et une muette supplication. Toutes les images de la bohème et tous les échos de rapins condamnés à l'ivrognerie, à la misère et à la tuberculose devaient se succéder dans son esprit. Elle finit par résumer tout cela dans une formule saisissante et, ma foi, pas tellement fausse, à bien y penser. Tu as peut-être du génie, et alors, ils te feront crever de faim. Je ne sais pas qui elle entendait au juste par il, sans doute ne le savait-elle pas elle-même, mais à partir de ce jour, il me fut pratiquement interdit de toucher à ma boîte de couleurs. Incapable de m'imaginer doué d'un simple petit talent d'enfant, ce qui était sans doute le cas, son inspiration allait tout de suite à l'extrême, et refusant de me voir autrement qu'en héros, elle me voyait cette fois en héros maudit. Ma boîte d'aquarelle eut une fâcheuse tendance à devenir introuvable, et lorsque, réussissant à mettre la main dessus, je me mettais à peindre, ma mère sortait de la chambre, puis rentrait aussitôt, rôdant autour de moi comme un animal inquiet, regardant mon pinceau avec une consternation douloureuse, jusqu'au moment où, complètement écœuré, je laissai mes couleurs tranquilles une fois pour toutes. Je lui en ai voulu pendant longtemps, et il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir brusquement le sentiment d'une vocation manquée. C'est ainsi que, travaillé malgré tout par quelques besoins obscurs et confus, mais impérieux, je me mis à écrire dès l'âge de 12 ans, bombardant les revues littéraires de poèmes, de récits et de tragédies en 5 actes et en alexandrin. Ma mère n'avait contre la littérature aucun de ces préjugés presque superstitieux que la peinture lui inspirait. Elle la voyait au contraire d'un assez bon œil, comme une très grande dame reçue dans les meilleures maisons. Goethe avait été couvert d'honneur, Tolstoï était comte, Victor Hugo président de la République. Je ne sais pas où elle avait pris cette idée, mais elle y tenait. Et puis, brusquement, son visage s'assombrit. Mais il faudrait que tu fasses attention à ta santé, hein, à cause des maladies vénériennes. Guy de Maupassant est mort fou, Heine paralytique. Elle parut soucieuse et fuma un instant en silence, assise sur le talus. La littérature avait évidemment un des dangers. Ça commence par un bouton, me dit-elle. Je sais. Promets-moi de faire attention. Je te le promets. En fait, elle lui parle ici de la syphilis, une maladie sexuellement transmissible. Ma vie amoureuse n'avait pas dépassé à cette époque les regards éperdus que je lançais sous les jupes de Mariette, notre femme de ménage, lorsqu'elle montait sur l'escabeau. Il vaut peut-être mieux que tu te maries très jeune avec une bonne et douce jeune fille, dit ma mère avec un dégoût évident. Mais nous savions bien, l'un et l'autre, que ce n'était pas du tout ce qui était attendu de moi. Les plus belles femmes du monde, les belles ballerines, les primadonnas, les Rachel, les Duse et les Garbeau, voilà ce à quoi, dans son esprit, j'étais destiné. Moi, je voulais bien. Si seulement le maudit escabeau était un peu plus haut, ou mieux encore, si seulement Mariette voulait bien comprendre combien il était important pour moi de commencer ma carrière tout de suite, j'avais 13 ans et demi, et il y avait du pain sur la planche. C'est ainsi que la musique, la danse et la peinture successivement écartées, nous nous résignâmes à la littérature malgré le péril vénérien. Il ne nous restait plus maintenant, pour donner à nos rêves un début de réalisation, qu'à nous trouver un pseudonyme digne des chefs-d'œuvre que le monde attendait de nous. Je restais des journées entières dans ma chambre à noircir du papier de noms mirobolants. Ma mère passait parfois la tête à l'intérieur pour s'informer de l'état de mon inspiration.
L'idée que ces heures de labeur auraient pu être consacrées plus utilement à l'élaboration des chefs-d'œuvre en question ne nous était jamais venue à l'esprit. Alors, je prenais la feuille de papier et lui révélais le résultat de mon travail littéraire de la journée. Je n'étais jamais satisfait de mes efforts. Aucun nom, aussi beau et retentissant fût-il, ne me paraissait à la hauteur de ce que j'aurais voulu accomplir pour elle. Alexandre Natal, Armand de la Terre, Terral, Vasco de la Ferney. Cela continuait ainsi pendant des pages et des pages. Après chaque chapelet de noms, nous nous regardions et nous hochions tous les deux la tête. C'était pas ça du tout. Au fond, nous savions fort bien, l'un et l'autre, les noms qu'il nous fallait. Malheureusement, ils étaient déjà tous pris. Goethe était déjà occupé, Shakespeare aussi, et Victor Hugo aussi. C'était pourtant ce que j'aurais voulu être pour elle. C'était cela que j'aurais voulu lui offrir. Parfois, lorsque je levais les yeux vers elle, assis derrière la table, dans mes culottes courtes, il me semblait que le monde n'était pas assez grand pour contenir mon amour. Il faudrait quelque chose comme Gabriele d'Annunzio, dit ma mère. Il a fait souffrir la Duse terriblement. Ceci était dit avec une nuance de respect et d'admiration, et il paraissait à ma mère tout naturel que les grands hommes fissent souffrir les femmes, et elle espérait bien que j'allais à cet égard donner le meilleur de moi-même, moi aussi. Elle tenait énormément à mes succès féminins. Elle y voyait manifestement un des aspects essentiels de la réussite terrestre. C'était pour elle quelque chose qui allait de pair avec les honneurs officiels, les décorations, les grands uniformes, le champagne, les réceptions à l'ambassade, et lorsqu'elle me parlait de Vronsky et d'Anna Karénine, elle me regardait avec fierté, caressait mes cheveux et soupirait bruyamment, avec un sourire de naïve anticipation. Peut-être y avait-il, dans le subconscient de cette femme, qui avait été si belle, mais qui vivait depuis si longtemps sans homme, un besoin de revanche physique et sentimentale qu'elle demandait à son fils de prendre à sa place. En tout cas, après avoir passé la journée à marcher de maison en maison, sa petite valise à la main, il s'agissait d'aller voir les riches anglais dans les palaces en se présentant comme une dame appauvrie de l'aristocratie russe, réduite à vendre ses derniers bijoux de famille. Les bijoux lui étaient confiés par les boutiquiers et une commission de 10% lui était réservée. Après une journée d'autant plus humiliante et fatigante qu'il lui arrivait rarement de conclure plus d'une affaire par mois, elle prenait à peine le temps d'ôter son chapeau et son manteau gris, d'allumer une cigarette et venait, avec un sourire heureux, s'asseoir en face du gamin en culottes courtes, lequel, écrasé par l'horreur de ne pouvoir rien faire pour elle, passait ses journées à se creuser la cervelle, à la recherche d'un nom assez beau, assez retentissant, assez prometteur, pour qu'il pût exprimer tout ce qui se passait dans son cœur, pour qu'il sonnât haut et clair aux oreilles de sa mère, avec tout l'écho convaincant de cette gloire future qu'il se proposait de déposer à ses pieds. Roland de Chanteclair, Romain de Mysore. Il vaut peut-être mieux prendre un ours en particules. S'il y a encore une révolution, disait ma mère. Je débitais un à un le chapelet de pseudonymes sonores et grandiloquents, chargés d'exprimer tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais lui offrir. Elle écoutait avec une attention un peu anxieuse, et je sentais bien qu'aucun de ces noms ne lui suffisait, qu'aucun n'était assez beau pour moi. Peut-être cherchait-elle simplement à me donner courage et confiance dans mon destin. Sans doute savait-elle combien je souffrais d'être encore un enfant, de ne rien pouvoir pour elle, et peut-être avait-elle surpris mon regard anxieux, alors que, de notre balcon, je la voyais s'éloigner chaque matin dans l'avenue Shakespeare, avec sa canne, sa cigarette et la petite valise pleine de bijoux de famille, et que nous nous demandions tous les deux si la broche, la montre ou la tabatière en or allait trouver cette fois un acquéreur. Roland Campeador, Alain Brizard, Hubert de Lompré, Romain Cortès. Je voyais bien à ses yeux que ce n'était encore pas ça, et j'en venais à me demander sérieusement si j'arriverais jamais à lui donner satisfaction. Bien plus tard, lorsque pour la première fois j'entendis à la radio le nom du général de Gaulle, au moment de son fameux appel, ma première réaction fut un mouvement de colère, parce que je n'avais pas songé à inventer ce beau nom 15 ans plus tôt, Charles de Gaulle. Cela aurait sûrement plu à ma mère, surtout si je l'avais écrit avec un seul L. La vie est pavée d'occasions perdues. Chapitre 4. La tendresse maternelle dont j'étais entouré eut à cette époque une conséquence inattendue et extrêmement heureuse. Lorsque les affaires allaient bien et que la vente de quelques bijoux de famille permettait à ma mère d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, son premier soin était d'aller chez le coiffeur. Elle allait ensuite écouter l'orchestre Tzigane à la terrasse de l'hôtel Royal et engageait une femme de ménage chargée d'exécuter dans l'appartement divers travaux de propreté.
Ma mère a toujours eu horreur de laver le plancher, et lorsqu'une fois en son absence j'essayais de nettoyer le parquet moi-même, et qu'elle me surprit à quatre pattes un torchon à la main, ses lèvres se mirent à grimacer, et les larmes coulèrent sur ses joues, et j'eus dû passer 1 heure à la consoler, et à lui expliquer que dans un pays démocratique, ces petits travaux ménagers étaient considérés comme parfaitement honorables, et qu'on pouvait s'y livrer sans déchoir. Mariette était une fille au bas-ventre bien ancré dans un bassin généreux, aux grands yeux malins, aux jambes fermes et solides, et dotée d'un derrière sensationnel que je voyais constamment en classe au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Cette vision fascinante était la très simple raison pour laquelle je fixais la physionomie de mon maître avec une si complète concentration. La bouche ouverte, je ne la quittais pas des yeux pendant toute la durée de son cours, n'écoutant bien entendu pas un mot de ce qu'il disait. Et lorsque le bon maître nous tournait le dos et se mettait à tracer des signes algébriques sur le tableau, je transférais avec effort mon regard halluciné sur celui-ci, et je voyais aussitôt l'objet de mes rêves se dessiner sur le fond noir. Le noir a toujours eu sur moi depuis l'effet le plus heureux. Lorsque le professeur, flatté par mon attention fascinée, me posait parfois une question, je m'ébrouais, je roulais des yeux ahuris. J'adressais au postérieur de Mariette un regard de doux reproche, et seule la voix vexée de M. Valu me forçait enfin à revenir sur terre. Je ne comprends pas, s'exclamait le maître, de tous mes élèves. Vous paraissez le plus attentif, et on dirait même parfois que vous êtes littéralement suspendu à mes lèvres, et pourtant vous êtes dans la lune. C'était exact. Et il m'était cependant impossible d'expliquer à cet excellent homme ce que je voyais en lieu et place de sa figure avec une telle perfection. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Cela commençait au réveil et durait plus ou moins toute la journée. Lorsque cette déesse méditerranéenne apparaissait à l'horizon, mon cœur partait au galop à sa rencontre et je demeurais sans bouger sur mon lit, terriblement encombré. Je finis par me rendre compte que Mariette m'observait également avec une certaine curiosité. Elle se tournait parfois vers moi, mettait les mains sur ses hanches, me fixait avec un sourire un peu rêveur, soupirait, hochait la tête et disait « Ça fait rien, vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. Elle part de vous quand vous n'êtes pas là. Et toutes ces belles aventures qui vous attendent, et toutes les jolies dames qui vont vous aimer, et patati et patata. » Ça finit par me faire de l'effet. Je me sentis assez contrarié. Ma mère était la dernière chose à laquelle j'étais disposé à penser à ce moment-là. Étendu en travers du lit, dans une position très inconfortable, les genoux pliés, les pieds sur la couverture, la tête contre le mur, je n'osais pas bouger. Elle me parle de vous comme si vous étiez un prince charmant. Mon Romain par-ci, mon Romain par-là. Je sais bien que c'est seulement parce que vous êtes son fils, mais à la fin je me sens toute drôle. La voix de Mariette avait sur moi un effet extraordinaire. Ce n'était pas une voix comme une autre. D'abord, elle ne paraissait pas venir de la gorge. Je ne sais pas d'où elle venait. Et elle n'allait pas non plus là où les voix vont en général. Elle n'allait pas à mes oreilles, en tout cas. C'était très curieux. C'est même énervant, on se demande ce que vous avez de spécial. Elle attendit un moment, puis soupira et se remit à frotter le parquet. J'étais complètement paralysé, transformé des pieds à la tête en un tronc pétrifié. Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre. Parfois, Mariette tournait la tête dans ma direction, soupirait et se remettait à frotter le parquet. Je regardais cet affreux gaspillage, le cœur déchiré. Je savais bien qu'il me fallait faire quelque chose, mais je me sentais littéralement cloué sur place. Mariette finit son travail et s'en alla. Je la vis partir avec la sensation qu'une livre de ma chair venait de s'arracher à mes flancs et de me quitter pour toujours. J'avais l'impression que je venais de rater ma vie. Roland de Chanteclair, Artémis Koh-i-Noor et Hubert de la Roche-Rouge hurlaient à gorge déployée en se fourrant les poings dans les yeux. Mais je ne connaissais pas alors le dicton célèbre « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Mariette continua à me jeter des regards bizarres, sa curiosité féminine et aussi quelque obscure jalousie sans doute, éveillée par le chant de tendresse de ma mère et par les images d'Épinal que celle-ci lui peignait de mon avenir triomphal, le miracle se produisit enfin. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi et de cette voix un peu rauque qui me disait ensuite, en me caressant la joue, alors que je planais quelque part dans un monde meilleur, entièrement débarrassé de tout poids. Faut pas lui dire, hein? J'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençai à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt.
Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de pluie, il n'y a que des mirages. Vous avez fait dès la première lueur de l'aube une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits, je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. L'épisode de Mariette prit fin d'une manière inattendue. Un matin, parti ostensiblement au lycée, mon cartable sous le bras, je revins au galop pour rejoindre ma belle, qui venait chez nous vers 8h30. Ma mère s'en était allée de son côté, la valise à la main, pour se rendre à Cannes, où elle comptait offrir ses bijoux de famille aux Anglais de l'hôtel Martinez. Nous n'avions apparemment rien à craindre, mais le destin, avec ce côté vache qui le caractérise, avait organisé une grève d'autobus. Ma mère rebroussa chemin. Ayant à peine ouvert la porte de l'appartement, elle entendit des hurlements, et convaincue que j'étais en train de mourir d'une crise d'appendicite, la crise d'appendicite avait toujours été présente à son esprit, dernière incarnation humble et déchue de la tragédie grecque, elle se rua à mon secours. Je venais à peine de me calmer, et j'étais plongé dans un état de béatitude et d'insensibilité à peu près totale, qui est une de nos grandes réussites ici-bas. À 13 ans et demi, j'avais le sentiment d'avoir réussi entièrement ma vie, accompli mon destin, et assis parmi les dieux, je contemplais avec détachement mes doigts de pied, seul rappel des lieux terrestres que j'avais jadis fréquentés. C'était un des moments de haute sérénité philosophique que mon âme, éprise d'élévation et de détachement, m'a souvent poussé à rechercher au cours de ma jeunesse méditative. Un de ces moments où toutes les doctrines pessimistes et désespérées sur l'adversité et l'infirmité d'être un homme s'effondrent comme de fausses fabrications devant l'évidence de la beauté d'être, radieuse de plénitude, de sagesse et de bonheur souverain. Dans mon euphorie, la soudaine apparition de ma mère fut accueillie par moi comme l'eût été n'importe quelle autre manifestation des éléments déchaînés, avec indulgence. Je souris aimablement. La réaction de Mariette fut quelque peu différente. Avec un cri perçant, elle bondit hors du lit. La scène qui suivit fut étonnante, et du haut de mon Olympe, je l'observai avec un vague intérêt. Ma mère avait encore la canne à la main. Ayant embrassé d'un coup d'œil toute l'étendue du désastre, elle leva le bras et passa immédiatement à l'action. La canne s'abattit sur le visage de mon professeur de mathématiques avec une vigoureuse précision. Mariette se mit à hurler et chercha à protéger ce côté adorable de sa personnalité. La petite chambre s'emplit d'un tumulte effrayant, avec le vieux mot russe courva résonnant de toute la puissance tragique de la voix de ma mère au-dessus de la mêlée. Je dois dire que ma mère avait au plus haut degré le don de l'invective. En fait, le mot courva veut dire putain. En quelques mots bien choisis, sa nature poétique et nostalgique parvenait à merveille à reconstituer l'atmosphère à la Gorky des bas-fonds, ou plus modestement des bateliers de la Volga. Il suffisait d'un rien pour que cette dame distinguée aux cheveux blancs, qui inspirait une telle confiance aux acheteurs de bijoux de famille, se mit soudain à évoquer, devant son auditoire sidéré, toute la sainte Russie des palefreniers Yves, des moujiks et des Fenwebel. Elle possédait incontestablement un grand talent de reconstitution historique par la voix et le geste, et ces scènes semblaient bien prouver qu'elle avait vraiment été, dans sa jeunesse, la grande artiste dramatique qu'elle prétendait avoir été. Je ne suis cependant jamais parvenu à élucider ce dernier point entièrement. J'ai toujours su, bien entendu, que ma mère avait été artiste dramatique. Avec quel accent de fierté elle avait toute sa vie prononcé ces mots, et je me revois à ses côtés à l'âge de 5, 6 ans, dans les solitudes enneigées où nous errions au hasard de ces tournées théâtrales, dans les traîneaux aux clochettes tristes qui nous ramenaient de quelque usine glacée où elle venait de donner du Tchekhov, devant les ouvriers d'un soviet local, ou de quelque caserne où elle avait dit des poèmes devant des soldats et des matelots de la Révolution.
Je me retrouve aussi sans peine dans sa petite loge de théâtre à Moscou, assis par terre, en train de jouer avec des bouts d'étoffe multicolores que j'essayais d'assortir harmonieusement. Mon premier effort d'expression artistique. Je me souviens même du nom de la pièce qu'elle interprétait alors, Le chien du jardinier. Mes premiers souvenirs d'enfance sont un décor de théâtre, une délicieuse odeur de bois et de peinture, une scène vide, où je m'aventure prudemment dans une fausse forêt et me fiche de terreur en découvrant soudain devant moi une salle immense, béante et noire. Je revois encore des visages grimés, étrangement beiges, aux yeux cerclés de blanc et de noir, qui se penchent sur moi et me sourient, des hommes et des femmes bizarrement vêtus qui me tiennent sur les genoux, pendant que ma mère est en scène. Je me souviens encore d'un matelot soviétique qui me soulève et m'installe sur ses épaules pour me permettre de voir ma mère, interprétant le personnage de Rosa dans Le naufrage de l'espoir. Je me souviens même de son nom de théâtre. Ce furent les premiers mots russes que j'appris à lire moi-même, et ils étaient écrits sur la porte de sa loge. Nina Borisovskaya. Il me semble donc bien que sa situation dans le petit monde du théâtre russe aux environs des années 1919-1920 était assez solidement établie. Ivan Mojjoukine, le grand acteur de cinéma qui avait connu ma mère à l'époque de ses débuts artistiques, avait cependant toujours été assez évasif à ce sujet, fixant sur moi ses yeux pâles sous des sourcils de Cagliostro, et il me disait, à la terrasse de la Grande Bleue, où il me faisait venir parfois lorsqu'il tournait un film à Nice, pour voir ce que je devenais: votre mère aurait dû faire le conservatoire, malheureusement les événements ne lui ont pas permis de développer son talent. Et puis, dès votre naissance, jeune homme, en dehors de son fils, rien ne l'intéressait vraiment. Je savais qu'elle était la fille d'un horloger juif de la steppe russe, de Koursk plus précisément, qu'elle avait été très belle, qu'elle avait quitté sa famille à l'âge de 16 ans, qu'elle avait été mariée, divorcée, remariée, divorcée encore, et tout le reste pour moi était une joue contre la mienne, une voix mélodieuse qui murmurait, parlait, chantait, riait, un rire insouciant d'une gaieté étonnante, que je guette, j'attends, je cherche en vain, depuis, autour de moi, un parfum de muguet, une chevelure sombre, qui coule à flots sur mon visage, et murmurez à l'oreille des histoires étranges d'un pays qui, un jour, allait être le mien. Conservatoire ou pas, elle devait cependant avoir du talent, parce qu'elle mettait à évoquer pour moi la France, tout l'art des conteurs orientaux, et une force de conviction dont je ne me suis jamais remis. Jusqu'à ce jour, il m'arrive d'attendre la France, ce pays intéressant, dont j'ai tellement entendu parler, que je n'ai pas connu et que je ne connaîtrai jamais. Car la France que ma mère évoquait dans ses descriptions lyriques et inspirées depuis ma plus tendre enfance avait fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement à l'abri de la réalité, une sorte de chef-d'œuvre poétique qu'aucune expérience humaine ne pouvait atteindre ni révéler. Elle connaissait notre langue remarquablement, avec un fort accent russe, il est vrai, dont je garde la trace dans ma voix jusqu'à ce jour. Elle n'avait jamais voulu m'expliquer où, comment, de qui, à quel moment de sa vie elle l'avait apprise. J'ai été à Nice et à Paris, c'était tout ce qu'elle avait consenti à me confier. Dans sa loge de théâtre glacé, dans l'appartement que nous partagions avec 3 autres familles d'acteurs, où une jeune bonne, Agnella, prenait soin de moi, et plus tard, dans les wagons à bestiaux qui nous emportaient vers l'ouest avec le typhus pour compagnie, elle s'agenouillait devant moi, frottait mes doigts engourdis, et continuait à me parler de la terre lointaine, où les plus belles histoires du monde arrivaient vraiment. Tous les hommes étaient libres et égaux, les artistes étaient reçus dans les meilleures familles, Victor Hugo avait été président de la République. L'odeur du collier de camphre que je portais autour du cou, remède souverain, paraît-il, contre les pouls typhiques, me piquait aux narines. J'allais être un grand violoniste, un grand acteur, un grand poète, le Gabriele d'Annunzio français, Nijinsky et Émile Zola. On nous gardait en quarantaine à Lida, à la frontière polonaise. Je marchais dans la neige le long de la voie ferrée, une main dans celle de ma mère, tenant dans l'autre un pot de chambre dont je refusais de me séparer depuis Moscou et qui était devenu un ami. Je m'attache très facilement. On me rasait le crâne. Couchée sur ma paillasse, le regard perdu dans le lointain, elle continuait à évoquer mon avenir radieux. Je luttais contre le sommeil et ouvrais les yeux tout grands pour essayer d'apercevoir ce qu'elle voyait. Le chevalier Bayard, la dame aux camélias. On trouvait du beurre et du sucre dans tous les magasins. Napoléon Bonaparte, Sarah Bernard. Je m'endormais enfin, la tête sur son épaule, le pot de chambre serré dans mes bras. Plus tard, beaucoup plus tard, après 15 ans de contact avec la réalité française à Nice, où nous étions venus nous établir, le visage ridé maintenant et les cheveux tout blancs, vieillis, puisqu'il faut bien dire le mot, mais n'ayant rien appris, rien remarqué, elle continua à évoquer, avec le même sourire confiant, ce pays merveilleux qu'elle avait apporté avec elle dans son baluchon. Quant à moi, élevé dans ce musée imaginaire de toutes les noblesses et de toutes les vertus, mais n'ayant pas le don extraordinaire de ma mère,
de voir partout, de ne voir partout que les couleurs de son propre cœur, je passais d'abord mon temps à regarder autour de moi avec stupeur et à me frotter les yeux, et ensuite, l'âge d'homme venu, à livrer à la réalité un combat homérique et désespéré pour redresser le monde et le faire coïncider avec le rêve naïf qui habitait celle que j'aimais si tendrement. Oui, ma mère avait du talent, et je ne m'en suis jamais remis. D'un autre côté, le sinistre agrof usurier, boulevard Gambetta, un répugnant factotum d'Odessa, d'étain graisseux flasque, m'avait dit un jour, s'étant vu refuser les 10% d'intérêt mensuel de la somme qu'il nous avait prêtée pour l'achat d'une participation dans un taxi Renault. Ta mère fait la grande dame, mais quand je l'ai connue, elle chantait dans les beuglans, dans les cafecongs pour soldats, son langage vient de là. Je ne me sens pas insulté, une femme comme ça ne peut pas insulter un honorable commerçant. N'ayant à cette époque que 14 ans, et ne pouvant guère encore subvenir aux besoins de ma mère, ce qui était mon plus cher désir, je me soulageais en donnant à l'honorable commerçant une très belle paire de claques, la première que j'assénais dans une longue et brillante carrière de distributeur de paires de claques qui devait bientôt me rendre célèbre dans le quartier. À partir de ce jour, en effet, ma mère, éblouie par cet exploit, prit l'habitude de venir se plaindre à moi chaque fois qu'à tort ou à raison, elle se sentait insultée, concluant invariablement sa version, pas toujours exacte, de l'incident par le refrain: il croit que je n'ai personne pour me défendre, qu'on peut m'insulter impunément. Comme il se trompe, va lui donner une paire de gifles. Je savais que, 9 fois sur 10, l'insulte était imaginaire, que ma mère voyait des insultes partout, qu'elle était parfois la première à injurier les gens sans raison, sous l'effet de ses nerfs surmenés. Mais je ne me suis jamais dérobé. J'avais horreur de ces scènes, ces éclats continuels m'étaient insupportables, odieux, mais je m'exécutais. Il y avait 14 ans déjà que ma mère vivait et luttait seule, et rien ne l'enchantait plus que de se sentir protégée, de sentir une présence virile à ses côtés. Je prenais donc mon courage à deux mains, j'étouffais ma honte, et j'allais trouver quelque malheureux diamantaire, boucher, marchand de tabac antiquaire, qui m'était ainsi désigné. L'intéressé voyait alors entrer dans sa boutique un garçon frémissant, qui se plantait devant lui, les poings serrés, et lui disait d'une voix tremblante d'indignation, une indignation qui allait avant tout à la manifestation de mauvais goût à laquelle sa piété filiale l'obligeait à se livrer: Monsieur, vous avez insulté ma mère, tenez, là-dessus, je donnai une gifle au malheureux. J'acquis ainsi, très tôt, une réputation de voyou dans les environs du boulevard Gambetta, et personne n'imaginait quelle horreur j'avais moi-même de ces scènes, combien j'en souffrais et combien elles m'humiliaient. Une ou deux fois, sachant l'accusation de ma mère entièrement injustifiée, je tentai de protester, mais alors la vieille dame s'asseyait devant moi, comme si ses jambes se fussent soudain dérobées sous elle, devant une telle ingratitude. Ses yeux s'emplissaient de larmes, et elle restait là, à me regarder avec stupeur, dans une sorte d'abandon total des forces et du courage. Je me levai alors silencieusement et allai me battre. Je n'ai jamais pu supporter la vue d'une créature en proie à ce que je ne peux décrire autrement que comme une sorte d'incompréhension lucide de sa condition. Je n'ai jamais pu tolérer le spectacle d'un être abandonné, homme ou bête, et, dans ses attitudes, ma mère avait le don intolérable d'incarner tout ce qu'il peut y avoir de tragiquement muet dans les deux, si bien qu'Agroff avait à peine fini de parler qu'il recevait une gifle, ce à quoi il répondit simplement: voyou, ça ne m'étonne pas de la part du rejeton d'une saltimbanque et d'un aventurier. C'est ainsi que je fus brusquement éclairé sur mes intéressantes origines, ce qui ne me fit du reste aucun effet, car je n'attachais nulle importance à ce que pouvait bien être ou ne pas être, d'une manière provisoire et transitoire, puisque je me savais promis à des sommets vertigineux dont j'allais faire pleuvoir sur ma mère, d'où j'allais faire pleuvoir sur ma mère mes lauriers en guise de réparation. Car j'ai toujours su que je n'avais pas d'autre mission, que je n'existais en quelque sorte que par procuration, que la force mystérieuse mais juste qui préside au destin des hommes m'avait jeté dans le plateau de la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie de sacrifice et d'abnégation. Je croyais à une logique secrète et souriante, dissimulée aux recoins les plus ténébreux de la vie. Je croyais à l'honorabilité du monde. Je ne pouvais voir le visage désemparé de ma mère sans sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance dans mon destin. Aux heures les plus dures de la guerre, j'ai toujours fait face au danger avec un sentiment d'invincibilité. Rien ne pouvait m'arriver, puisque j'étais son happy end. Dans ce système de poids et mesure que l'homme cherche désespérément à imposer à l'univers, je me suis toujours vu comme sa victoire. Cette conviction ne m'était pas venue toute seule.
Sans doute ne faisait-elle que refléter la foi que ma mère, dès sa naissance, avait placée en celui qui était devenu sa seule raison de vivre et d'espérer. J'avais 8 ans, je crois, lorsque la vision grandiose qu'elle avait de mon avenir donna lieu à une scène dont le comique et l'horreur sont demeurés à jamais présents dans mes mémoires.